Dans la prestigieuse maison de vente et aux enchères de Paris, une crise couve en silence. Une puissante milliardaire japonaise, Keiko Tanaka, s'apprête à annuler une transaction de 15 millions d'euros, simplement parce que personne ne parvient à la comprendre. Le directeur, les interprètes, tous sont désemparés. L'avenir de la maison et sa réputation ne tiennent qu'à un fil. Puis, au paroxysme de la tension, une figure inattendue émerge de l'ombre. Une femme de ménage s'exprime en japonais avec une fluidité et une clarté stupéfiantes. Que va-t-il se passer ensuite? Comment une employée de ménage peut-elle parler japonais couramment et posséder une telle connaissance de l'art? Quel secret bouleversant, sur le point d'être révélé, changera à jamais le destin de tous? Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos histoires inspirantes et pleines de rebondissements. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Maintenant, plongez avec nous pour découvrir la vérité stupéfiante derrière cette femme discrète. La nuit enveloppait Paris d'un voile d'encre, et dans les rues illuminées par les réverbères dorés, la maison Beaumont se dressait comme un bastion de l'élite artistique. Cette maison de vente aux enchères, nichée au cœur du Marais, était un sanctuaire où les chefs-d'œuvre du monde entier convergeaient pour être admirés, évalués et vendus aux plus offrants. Les sets sur les salles spacieuses, aux murs tapissés de velours sombre, étaient évidemment éclairés par des spots discrets qui mettaient en valeur des toiles de maître, des sculptures antiques et des artefacts exotiques. Mais derrière cette façade de raffinement se cachait une réalité plus sombre, une hiérarchie impitoyable où la couleur de la peau dictait souvent le rôle de chacun. Les œuvres africaines, exposées comme de simples curiosités, semblaient murmurer des histoires d'exploitation, rappelant que l'art, si universel en apparence, était imprégné de préjugés séculaires. Au milieu de ce décor opulent, Amina Diop avançait avec une grâce silencieuse, son balai glissant sur le marbre poli du sol. À 30 ans, cette femme originaire du Sénégal portait sur ses épaules le poids d'un passé brillant et d'un présent humiliant. Sa peau d'ébène, lisse et lumineuse sous les lumières tamisées, contrastait avec l'uniforme grisâtre qu'elle revêtait chaque soir. Ses mains, agiles et précises, maniaient dès le chiffon, avec une efficacité née de l'habitude, mais ses yeux noirs, profonds comme les nuits de Dakar, trahissaient une intelligence aiguisée. Amina n'était pas une simple employée de ménage, elle avait été une étudiante exceptionnelle à l'école du Louvre, où elle avait dévoré les cours sur l'histoire de l'art, analysant avec passion l'influence des masques africains sur les cubistes comme Picasso. Ses professeurs l'avaient loué pour sa perspicacité, prédisant un avenir radieux dans les musées parisiens. Mais la vie en avait décidé autrement. La maladie de ses parents au Sénégal, les factures polymédicales exorbitantes et les refus répétés d'emplois qualifiés, souvent justifiés par des excuses voilées sur son origine, l'avaient comme reléguée à ce rôle ingrat. Chaque soir, en frottant les sols, elle se sentait comme une ombre parmi les ombres, invisible aux yeux des élites qui foulaient ces lieux. Ce soir-là, l'air était chargé d'une humidité lourde, remenant des pluies d'automne qui avaient lavé les poifs les rues. Amina progressait méthodiquement d'une salle à l'autre, son chariot grinçant légèrement sur les dalles. Elle s'arrêta devant une vitrine, abritant une statuette Fang, un masque rituel du Gabon, exposé comme un trophée colonial. Ses doigts effleurèrent le verre, et un flot de souvenirs l'envahit. Elle se revit dans les amphithéâtres de l'école, débattant avec ferveur sur la façon dont ces artefacts avaient inspiré les modernistes européens, transformant l'art africain en simples matériaux pour l'avant-garde occidentale. L'art n'a pas de couleur, avait-elle déclaré un jour à un professeur sceptique, mais la réalité lui avait prouvé le contraire. À Paris, la ville des Lumières, sa peau noire la confinait à l'obscurité des coulisses. Elle n'était pas invitée au vernissage,
aux discussions animées sur les tendances artistiques. Non, elle était celle qui effaçait les traces de ces événements, ramassant les vertes vides et les miettes de canapé. Tandis qu'elle poursuivait sa tâche, des voix étouffées parvinrent jusqu'à elle depuis la salle adjacente. 2 collègues, des hommes blancs dans la quarantaine, chargés de la sécurité nocturne, discutaient à voix basse près d'une peinture impressionniste. Leur conversation, imprégnée de mépris, flottait comme un poison dans l'air. « Regarde là, cet immigré danois », murmura l'un d'eux, un ricanement dans la voix. « Elle pense qu'en frottant le sol, elle fait partie du monde de l'art, comme si les gens comme elle pouvaient vous comprendre quoi que ce soit à Monet ou à Matisse. » L'autre éclata d'un rire discret. « Ouais, danois, c'est bon pour le nettoyage, pas pour toucher au trésor. Imagine si on la laissait approcher des œuvres. Elle les salirait avec ses mains sales. » Amina se figea, son cœur battant à tout rompre. Ces mots, qu'elle avait entendus tant de fois, lacéraient son âme comme des lames affûtées. Elle n'était pas seulement une employée. Elle était réduite à sa couleur de peau, un stéréotype ambulant dans un monde qui prétendait célébrer la diversité culturelle tout en la piétinant. La tension montait en elle, un mélange bouillonnant de rage et de résignation. Comment osait-il, elle qui avait mémorisé des catalogues entiers, qui pouvait disserter sur les techniques de restauration ou les influences cross-culturelles, mais révéler son savoir signifierait risquer son emploi, ce maigre salaire qui maintenait ses parents en vie. Elle reprit son balai, forçant ses muscles à obéir, mais son esprit bouillonnait. Les œuvres autour d'elle semblaient la fixer. Ses masques africains, muets, témoins de son humiliation quotidienne. Soudain, l'un des collègues, un homme trapu nommé Pierre, s'approcha d'elle avec un air malicieux. Il tenait une corbeille, à papier, remplie de déchets, des prospectus froissés, des gobelets vides. Sans un mot, il la renversa délibérément sur le sol qu'Amina venait de nettoyer, les détritus s'éparpillant comme une insulte tangible. « Oups !» dit-il avec un sourire faux. « Désolé, ma belle, mais Danoir, c'est fait pour ça, non? Nettoyer les saletés des autres, pas pour parler d'art comme si t'y connaissais quelque chose. » Ses yeux pétillaient de cruauté, et son comparse, resté en retrait, pouffait de rire. Amina sentit une vague de fureur l'envahir, ses poings se serrant autour du manche du balai. Des images défilèrent dans son esprit. Les nuits d'or passées à étudier le japonais par passion pour les estampes ukiyo-e, les heures volées à lire sur les techniques de kintsugi, cette philosophie nippone de réparer les brisures avec de l'or. Elle pouvait leur prouver qu'ils avaient tort, qu'une femme noire comme elle valait bien plus que leurs préjugés. Mais la peur la retenait, la peur de la précarité, de l'expulsion, de l'échec. Elle ravala sa colère, baissa les yeux et se mit à ramasser les déchets un à un, son silence plus éloquent que n'importe quel cri. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle s'allumait, une détermination farouche à ne plus se laisser piétiner. Ce soir marquait le début d'une révolte intérieure, une promesse muette que son heure viendrait. Dans l'ombre du musée, Amina Diop n'était plus seulement une ombre. Elle était une tempête en gestation, prête à balayer les injustices qui l'enserraient. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de la maison Beaumont, projetant des motifs dansants sur les sols de marbre que Amina avait astiqués la veille. Paris s'éveillait dans un bourdonnement distant de klaxons et de pas pressés, mais à l'intérieur de la maison de vente aux enchères, l'atmosphère était déjà électrique. Ce jour-là marquait la préparation d'une exposition exclusive, une collection rare de céramique ancienne japonaise, des pièces d'une valeur inestimable qui attiraient les collectionneurs du monde entier. Les employés s'affairaient comme des abeilles dans une ruche, disposant les vitrines avec une précision chirurgicale, ajustant les éclairages pour sublimer les courbes délicates des vases et des bols.
L'air embaumait un mélange subtil de cire d'abeille et d'encens discret, évoquant les mystères de l'Orient lointain. Pourtant, sous cette effervescence, planait une tension palpable, alimentée par les hiérarchies invisibles qui régissaient ce temple de l'art. Amina arriva tôt, comme à son habitude, son uniforme encore frais de la laverie. Les événements de la nuit précédente pesaient sur elle comme un manteau de plomb. Les insultes racistes de Pierre, les déchets renversés, son silence forcé. Elle avait passé une nuit agitée, hantée par des rêves, où elle se dressait enfin contre l'injustice, sa voix résonnant comme un tonnerre dans les salles vides. Mais la réalité la rattrapait. Elle avait besoin de ce travail pour envoyer de l'argent à ses parents au Sénégal, où la maladie rongeait leur santé fragile. Elle reprit son chariot, se dirigeant vers la salle principale, où la collection japonaise était en cours d'installation. Ses pas étaient mesurés, son regard baissé pour éviter les regards inquisiteurs des collègues. Déjà, elle entendait les murmures. La voilà, la Sénégalaise, toujours à traîner par ici, comme si elle comprenait quelque chose à ses trésors. Au centre de l'agitation se tenait M. Antoine Leclerc, le directeur d'évaluation, un homme d'une quarantaine d'années, au costume impeccablement taillé et au sourire carnassier. Son arrogance était légendaire dans les cercles artistiques méxico-parisiens. Il se pavanait comme un pont, distillant ses jugements avec une condescendance qui masquait souvent son manque de profondeur culturelle. Ce matin, il supervisait les derniers préparatifs, aboyant des ordres à une équipe de jeunes assistants. « Placez ce vase plus à droite. Non, imbécile, pas comme ça. Vous voulez ruiner sa perspective ?» Sa voix, aiguë et autoritaire, tranchait l'air comme une lame. Leclerc était un pur produit de l'élite française. Éducation à l'école des beaux-arts, connexion dans les musées nationaux et une aversion à peine dissimulée pour tout ce qui n'était pas européen pure souche. Il toisait les employés de couleur avec un mépris voilé, les reléguant à des tâches subalternes, convaincus que leur peau les disqualifiait pour l'art véritable. Soudain, les portes s'ouvrirent avec un grincement discret, et une silhouette élégante fit son entrée. Madame Keiko Tanaka, la milliardaire japonaise renommée pour sa collection d'artefacts asiatiques, avançait d'un pas assuré, accompagnée d'un assistant discret. Vêtue d'un tailleur noir simple mais d'une coupe exquise, elle exsudait une aura de pouvoir tranquille, ses cheveux noirs noués en un chignon impeccable et ses yeux sombres scrutant la salle avec une intensité perçante. Tanaka n'était pas une cliente ordinaire, elle y était une légende dans le monde de l'art, ayant amassé une fortune grâce à son empire technologique, qu'elle investissait dans la préservation du patrimoine culturel. Son arrivée était attendue avec une mixture d'excitation et d'appréhension. La vente potentielle de la collection pouvait rapporter des millions, mais sa réputation d'exigeante la rendait imprévisible. Leclerc s'avança aussitôt, plaquant un sourire obséquieux sur son visage. « Madame Tanaka, quel honneur de vous accueillir à la Maison Beaumont », lança-t-il en français, avant de passer maladroitement à un anglais approximatif. « Please, follow me. We have prepared everything for you. » Mais Tanaka resta impassible, répondant uniquement en japonais fluide à son assistant, ignorant ostensiblement les efforts de Leclerc. Elle s'approcha d'un vase ancien, ses doigts effleurant l'air autour de l'objet sans le toucher, et posa une question précise sur sa provenance. L'assistant traduisit tant bien que mal, mais Leclerc, irrité par ce qu'il percevait comme une rebuffade, commença à perdre patience. Il se tourna vers un collègue, murmurant en français « Ces Asiatiques à la peau jaune, toujours à faire comme s'ils étaient de supérieurs. S'ils ne s'intègrent pas, qu'ils restent chez eux. Parler français, c'est la moindre des choses dans une maison comme la nôtre. » Amina, qui essuyait une vitrine voisine, entendit chaque mot.
Un frisson la traversa. Ses préjugés sur la peau jaune faisaient note écho à ceux qu'elle subissait quotidiennement pour sa peau noire. Elle leva discrètement les yeux, observant Tanaka avec une empathie naissante. La japonaise, avec sa dignité stoïque, lui rappelait ses propres luttes. L'exclusion, le mépris déguisé en politesse. Amina se rapprocha imperceptiblement, feignant de polir un socle, mais son attention était dérivée sur la Sucène. Tanaka continuait à poser des questions en japonais, insistant sur des détails techniques que l'assistant peinait à relayer. Le clerc, sentant la situation lui échapper, entreprit une introduction maladroite de la collection. Ce vase, madame, est un exemple parfait de l'artisanat japonais ancien. Regardez ces motifs floraux, typiques de l'ère Meiji. Mais ces explications étaient, ma peau, superficielles, ignorant les nuances culturelles. Tanaka fronça les sourcils, son silence se muant en une colère contenue. Elle secoua la tête, murmurant quelque chose à son assistant qui fit pâlir le clerc. Incapable de masquer son irritation, il explosa en un aparté virulent. « Si elle ne parle pas français, qu'elle se taise, comme cette noire là-bas, bonne à rien d'autre qu'à nettoyer. Elle ne croit qu'elles ne comprennent d'os rien. À l'art, ces gens de couleur. » Ces mots défrappèrent Amina comme un coup de poignard. Elle serra si fort le manche de son chiffon que ses articulations blanchirent. La rage bouillonnait en elle, un tourbillon de souvenirs d'humiliation passée. Les professeurs qui l'avaient ignorée à l'école, les employeurs qui avaient mal rejeté son CV à cause de son nom africain. Tanaka, percevant peut-être la tension, tourna légèrement la tête, son regard croisant brièvement celui d'Amina. Dans cet instant fugace, une connexion muette s'établit, deux femmes unies par l'expérience du mépris racial. Amina sentit son cœur s'emballer. Allait-elle intervenir? Le silence de la salle semblait amplifier chaque battement, chaque respiration. La tempête intérieure d'Amina atteignait son apogée, un point de non-retour où l'injustice devenait insupportable. Pourtant, elle resta figée, son corps tremblant d'une fureur retenue, attendant l'étincelle qui enflammerait tout. La salle d'exposition de la Maison Beaumont vibrait d'une énergie contenue. Les spots lumineux braquaient sur les vitrines comme des projecteurs sur une scène de théâtre tragique. Au cœur de cette mise en scène, la collection de céramique japonaise trônait, ses pièces délicates, vases aux courbes gracieuses, bols aux émaux iridescents, capturant la lumière pour révéler des motifs ancestraux inspirés par la nature impériale. L'air était imprégné d'une fragrance subtile de terre cuite et de vernis anciens, un rappel olfactif des ateliers lointains où ces œuvres avaient vu le jour. Mais sous cette splendeur, une faille se creusait, la distance abyssale entre les élites et ceux qu'elles considéraient même comme inférieurs. Une fracture soulignée par les regards obliques et les chuchotements qui circulaient comme un courant souterrain. Les assistants ajustaient les étiquettes avec fébrilité, conscients que cette vente pouvait sceller des carrières ou les briser. Madame Keiko Tanaka progressait avec une élégance mesurée, son assistant à ses côtés notant chaque détail sur une tablette. Elle s'arrêta net devant un vase ancien, une pièce maîtresse de la collection, un artefact de l'époque Edo, restauré avec une finesse qui masquait ses cicatrices séculaires. Ses yeux experts scrutèrent la surface, détectant une ligne subtile, une réparation presque invisible. D'une voix calme mais ferme, elle posa une question en japonais, interrogeant sur la technique de restauration employée. Était-ce du kintsugi traditionnel, cette méthode philosophique où les fissures sont sublimées par de l'or, ou une variante plus rare? Son assistant transmit la requête, mais le jeune interprète, un stagiaire inexpérimenté et engagé à la hâte, bafouilla une traduction approximative, confondant les termes techniques et diluant la profondeur de la demande. Elle, demande si c'est réparé avec de l'or, je crois.
balbutia-t-il, son front perlé de sueur. Monsieur Antoine Leclerc, posté à proximité comme un gardien jaloux, sentit l'irritation monter. Son visage, habituellement figé en un masque de supériorité, se crispa légèrement. Il avait espéré impressionner cette cliente fortunée, transformer cette visite en une transaction lucrative qui consoliderait sa réputation. Au lieu de cela, il se heurtait à un mur linguistique qu'il attribuait à l'entêtement de Tanaka. « Expliquez-lui mieux !» siffla-t-il à l'interprète, avant de se tourner vers un collègue, un expert en art asiatique nommé Jacques, pour murmurer en français d'une voix assez forte pour être entendu. Ces clients de couleur, qu'ils viennent d'Asie ou d'Afrique, ils adorent se pavaner avec leur argent, mais ils n'y comprennent goutte. Regardez-la, avec sa peau jaune, à poser des questions comme si elle était experte. C'est ridicule. Jacques acquiesça d'un hochement de tête nerveux, jetant un coup d'œil furtif vers Amina, qui polissait une vitrine adjacente. Amina, immergée dans sa tâche routinière, capta chaque mot comme un écho amplifié. Son cœur se serra. Ses insultes raciales, dirigées de contre Tanaka, mais éclaboussant aussi sa propre identité, ravivaient dans des plaies profondes. Elle se revit, des années plus tôt, dans une salle de cours de l'école du Louvre. Une professeure, une femme aux cheveux grisonnants et au regard froid, l'avait interrompue lors d'une présentation sur l'art africain. « Mademoiselle Diop, avec votre origine, vous devriez vous en tenir à des sujets plus accessibles. L'art européen n'est pas pour les peaux noires comme la vôtre. Cela demande une sensibilité innée. » Ces mots avaient grandement été le coup de grâce. Amina avait été exclue du séminaire, prétexte d'un manque d'assiduité, mais elle savait que c'était sa couleur qui l'avait condamnée. Depuis, elle avait enterré son savoir, le protégeant comme un trésor caché, apprenant le japonais en autodidacte pour explorer les ukiyo-e et les philosophies esthétiques orientales. Ces murmures de Leclerc n'étaient pas nouveaux. Ils étaient le fil rouge de son existence, un rappel constant qu'à Paris, l'art était réservé aux Blancs. Tanaka, insensible aux messes pas de passe ou feignant de l'être, insista sur sa question, gesticulant avec précision vers la fissure du vase. L'interprète trébucha à nouveau, traduisant maladroitement kintsugi par col doré, une simplification grotesque qui fit tiquer la japonaise. Leclerc, exaspéré, intervint directement. « Madame, ce vase est impeccable. Si vous voyez un défaut, c'est peut-être une illusion due à la lumière. Mais pour une cliente comme vous, nous pourrions envisager une réduction, disons pour ce petit accroc, que les gens à la peau jaune semblent tant remarquer. » Ces mots, prononcés avec un sourire faux, dégoulinaient de condescendance raciale, un venin distillé qui fit rougir Jacques d'embarras. Tanaka se raidit, son visage impassible se fendant d'une ombre de colère. Elle murmura quelque chose à son assistant, qui hocha la tête, prêt à tourner les talons. La salle sembla retenir son souffle. Une annulation de cette envergure signifierait un scandale, des pertes colossales pour la maison Beaumont. Amina, témoin muet, sentit la bile monter. Un autre employé, Pierre, le même qui l'avait humilié la veille, s'approcha d'elle, ricanant. « Regarde ça, la noire. Toi, c'est cette jaune, vous devriez vous entendre, toutes les deux, à prétendre comprendre l'art alors que vous êtes bonnes qu'à le regarder de loin. D'un noir comme toi, ça devrait se contenter de frotter, pas d'espionner. » Son rire gras résonna, poussant l'humiliation à son paroxysme. Amina tremblait intérieurement, un volcan sur le point d'entrer en éruption. Ses attaques cumulées, sur Tanaka, sur elle-même, cristallisaient des années de souffrance. Son esprit bouillonnait. Elle connaissait la réponse à la question de Tanaka, pouvait expliquer la variante rare de Yobitsugi, cette technique où les fragments étrangers s'harmonisent pour créer une beauté nouvelle. Intervenir signifierait briser son silence, risquer tout, mais le mépris ambiant, ces murmures qui la réduisaient à sa peau,
devenait insoutenable. Dans cet instant suspendu, au milieu des artefacts muets, Amina se tenait au bord du précipice, son âme en feu, prête à plonger dans l'inconnu. Les couloirs étroits des coulisses de la maison Beaumont formaient un labyrinthe sombre et oppressant, un monde parallèle à l'opulence des salles d'exposition. Ici, pas de lumière de chatoyante, ni d'œuvres d'art inestimables, seulement des murs écaillés, des étagères encombrées de produits de nettoyage et un air confiné, chargé d'odeurs chimiques. C'était le royaume des invisibles, des employés relégués à l'arrière-plan, où les échos des conversations mondaines parvenaient comme des murmures fantomatiques. Amina Diop s'y engouffra comme une fugitive, son chariot abandonné dans un coin, son cœur battant la chamade après les horreurs entendues dans la salle principale. Elle se glissa dans un recoin obscur, adossé contre un mur froid, et ferma les yeux, cherchant un répit dans ce sanctuaire précaire. Le bruit distant des pas et des voix s'estompait, laissant place au tumulte intérieur qui la rongeait. Assise sur un tabouret bancal, Amina respira profondément, tentant de calmer la tempête qui faisait rage en elle. Ses pensées la ramenaient inexorablement au Sénégal, à la modeste maison de Dakar où ses parents luttaient contre la maladie. Son père, ancien pêcheur aux mains calleuses, affaibli par une affection pulmonaire chronique, sa mère, pilier de la famille, terrassée par un diabète mal contrôlé. Les factures médicales s'empilaient comme des accusations muettes, et chaque euro qu'Amina envoyait était un fil ténu, reliant leur survie à son existence parisienne. Pour eux, elle avait sacrifié ses rêves, l'abandon de ses études à l'école du Louvre, la renonciation à une carrière dans l'art pour ce poste de femme de ménage. C'est temporaire, se disait-elle autrefois, mais les années avaient mis et transformé ce provisoire en prison. Sa peau noire, qu'elle portait avec fierté dans son pays natal, était devenue ici un fardeau, un marqueur d'infériorité qui fermait les portes des opportunités. Un flot de souvenirs l'assaillit, vif et douloureux comme une lame. Elle se revit dans les amphithéâtres lumineux de l'école, entourée de condisciples aux peaux pâles, débattant avec passion des influences africaines sur l'art moderne. Mais les professeurs, ces gardiens du savoir, favorisaient invariablement les étudiants blancs. Compliments pour leurs analyses superficielles, critiques acerbes pour ses insights profonds. Votre perspective est exotique, mademoiselle Diop, avait lancé un jour un doyen, un sourire paternaliste aux lèvres. Mais l'art requiert une objectivité européenne. Ces mots masquaient un racisme insidieux, priorisant les blancs pour les stages, les bourses, les recommandations. Amina avait lutté, excellant dans ses examens, apprenant le japonais en secret pour explorer les intersections culturelles entre l'Afrique et l'Asie, ses techniques comme le kintsugi qui célébrait de les imperfections, miroir de sa propre résilience. Pourtant, à la fin, les portes s'étaient mises closes. Nous cherchons quelqu'un qui s'intègre mieux, disaient les employeurs, leur regard fuyant trahissant le vrai motif, sa couleur de peau. La situation de Madame Tanaka, cette femme japonaise traitée avec le même mépris, faisait écho à sa propre douleur. Leclerc et ses sbires réduisaient Tanaka à sa peau jaune, comme ils la réduisaient à sa peau noire. C'était un système pervers où la diversité n'était tolérée que comme décoration, pas comme force. Amina sentait une solidarité naître en elle, un lien forgé dans l'adversité. Pourquoi tolérer cela plus longtemps? Son esprit bouillonnait de questions. Pouvait-elle risquer son emploi pour défendre une inconnue? Les conséquences seraient dévastatrices. Le chômage, l'expulsion potentielle, l'abandon de ses parents. Mais le silence, ce compagnon fidèle, devenait un poison lent, érodant son âme jour après jour. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir, lourds et impatients. Monsieur Antoine Leclerc apparut au détour d'un angle, son costume froissé par la tension de la matinée, un téléphone pressé contre l'oreille. Il s'arrêta net en la voyant,
son regard s'assombrissant d'un dédain immédiat. « Toi, la noire, qu'est-ce que tu fous là à lambiner » aboya-t-il, sa voix résonnant comme un fouet. « Dépêche-toi de nettoyer. Ces paresseux de ton espèce, toujours à traîner. Danoire lénifiante, va faire ton boulot au lieu de rêver. » Ces mots, crachés avec une virulence gratuite, frappèrent Amina en plein visage. Elle se leva d'un bond, les poings serrés, mais retint sa langue, les larmes de rage aux yeux. Leclerc s'éloigna en ricanant, marmonnant pour lui-même sur « ces immigrés qui polluent nos institutions ». Mais ce n'était pas fini. Tapie dans l'ombre, Amina l'entendit poursuivre sa conversation téléphonique avec Jacques, son complice. « Écoute, pour cette Tanaka, on va l'embobiner. Dis-lui que le vase est un kintsugi pur, pas cette variante bon marché. On gonfle le prix de 20%, elle n'y verra que du feu, avec sa peau jaune qui l'aveugle sur l'art vrai. Et si elle râle, on la traite comme c'est noir, bon qu'à cirer les chaussures. » Le rire de Leclerc, froid et calculateur, glaça le sang d'Amina. Un plan de tromperie, teinté de racisme pur, pour escroquer une cliente respectable. C'en était trop. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, l'étouffant dans un étau d'injustice. La tempête intérieure atteignit son zénith. Un ouragan de fureur, de souvenirs et de détermination. Amina visualisa ses parents, affaiblis mais fiers. Tanaka, digne face au mépris. Et elle-même, réduite à un stéréotype. Non, elle ne pouvait plus se taire. Son savoir, enfoui comme un trésor, devait émerger. Elle respira profondément, son corps tremblant d'une énergie nouvelle. D'un pas décidé, elle quitta son refuge, prête à affronter le chaos extérieur. La décision était prise. Elle sortirait de l'ombre, non plus comme une ombre, mais comme une force irrésistible. La salle d'exposition de la Maison Beaumont bourdonnait comme une ruche, sur le point d'exploser, les employés et les rares invités formant un cercle tendu autour de la vitrine centrale. Les lumières vives accentuaient les contours des céramiques japonaises, projetant des ombres longues qui dansaient sur les murs comme des spectres accusateurs. L'air était chargé d'une électricité palpable, un mélange de curiosité malsaine et d'appréhension, tandis que Madame Keiko Tanaka se tenait immobile devant le vase contesté, son visage un masque de dignité froissé. Monsieur Antoine Leclerc, rouge d'exaspération, gesticulait avec une énergie frénétique, tentant de sauver la face devant ce qui menaçait de devenir un fiasco retentissant. Les murmures des assistants s'amplifiaient, un chœur discret de spéculation sur l'issue de cette confrontation inattendue. Personne n'avait remarqué la silhouette qui émergeait lentement des coulisses, une présence jusqu'alors invisible qui s'apprêtait à bouleverser l'équilibre précaire. Amina Diop avança d'un pas résolu, laissant derrière elle le chariot de nettoyage comme un vestige d'une vie révolue. Son cœur cognait violemment contre sa poitrine, mais une clarté nouvelle illuminait son esprit. Plus de recul, plus de silence complice. Elle posa son chiffon sur un socle adjacent avec une délibération presque cérémonielle, attirant enfin les regards. Les employés se figèrent, surpris par cette intrusion d'une subalterne dans leur monde élitiste. Tanaka tourna légèrement la tête, ses yeux sombres captant le mouvement, tandis que Leclerc, sentant un nouveau danger, plissa les paupières. Amina inspira profondément, puis, d'une voix claire et assurée, s'adressa directement à la japonaise en un japonais fluide et nuancé. Elle expliqua la valeur réelle du vase, décrivant avec précision la technique de Yobitsugi, cette variante rare du kintsugi, où des fragments étrangers s'unissaient pour créer une harmonie supérieure, une fusion culturelle qui transcendait les origines. Ces mots, imprégnés d'une passion contenue, révélaient une expertise profonde, transformant la pièce en un objet vivant, porteur d'histoire et de philosophie. La salle plongea dans un silence stupéfait. Tanaka cligna des yeux, son expression passant de la surprise
à une admiration non dissimulée. Pour la première fois, un sourire fugace effleura ses lèvres, reconnaissant en Amina une âme sœur dans l'amour de l'art. Les employés échangeaient des regards incrédules. Comment cette femme de ménage, cette Sénégalaise reléguée aux tâches ingrates, pouvait-elle maîtriser une langue et un savoir si ésotériques? Leclerc, quant à lui, blêmit, son arrogance craquelant comme une façade fissurée. Il tenta de reprendre le contrôle, balbutiant une objection. « C'est absurde, cet employé n'a aucune autorité ici. » Mais sa voix tremblait, trahissant une panique naissante. Amina, ignorant son intervention, poursuivit son explication, liant la technique japonaise à des influences africaines similaires, démontrant une vision globale de l'art qui éclipsait les connaissances superficielles de Leclerc. Le conflit s'enflamma alors avec une violence brute. Leclerc, sentant son autorité s'effriter, se tourna vers Amina avec une fureur animale. « Toi, sale singe à peau noire, comment oses-tu t'immiscer dans mes affaires? Retourne à ton balai, espèce de primitive. Les noirs comme toi n'ont pas leur place dans l'art. Vous êtes bonne qu'à le souiller. » Ces mots, hurlés devant tous, étaient un torrent de venin raciste, un déchaînement qui exposait au grand jour les préjugés qu'ils couvaient depuis longtemps. Les employés reculèrent, choqués par cette explosion, certains baissant les yeux de honte, d'autres murmurant leur désapprobation. Tanaka se raidit, son regard se durcissant en une lame acérée. Amina, blessée mais inébranlable, soutint le regard de Leclerc. Pour la première fois, elle se dressait, son corps droit comme une statue africaine, reflétant son parcours, de victime silencieuse à guerrière déterminée. Les années d'humiliation, les refus, les insultes, les opportunités volées à cause de sa peau se cristallisaient en une force intérieure inébranlable. Le climax surgit comme un coup de tonnerre. Tanaka, brisant son silence, pivota vers Leclerc et s'exprima en un français parfait, sa voix tranchante comme un katana. « Monsieur Leclerc, j'ai compris chaque mot de votre mépris depuis le début. Je maîtrise votre langue et j'ai entendu vos insultes sur ma peau jaune, comme sur la peau noire de cette femme. » La révélation frappa comme une onde de choc, la salle entière retenant son souffle. Leclerc vacilla, son visage virant au livide, tandis que les employés échangeaient des regards horrifiés. Tanaka poursuivit, implacable. « Votre ignorance et votre racisme disqualifient tout ce que vous représentez. Je vais acquérir cette collection entière pour 15 millions d'euros. Mais à une condition, la transaction sera supervisée exclusivement par Mademoiselle Diop. Elle recevra l'intégralité de la commission qui vous revenait. » Ces mots étaient un verdict sans appel, un renversement total des pouvoirs. Amina, stupéfaite, sentit une chaleur monter en elle. Reconnaissance, validation, triomphe. Leclerc s'effondra métaphoriquement, balbutiant des excuses incohérentes, son empire d'arrogance réduit en miettes devant la foule. Les employés, autrefois complices passifs, murmuraient brûlis maintenant leur admiration pour Amina, marquant le début d'un basculement. Tanaka posa une main légère sur l'épaule d'Amina, un geste de solidarité qui scellait leur alliance inattendue. Dans cet instant culminant, les préjugés étaient vus pulvérisés, exposés à la lumière crue, et Amina émergeait non plus comme une ombre, mais comme une figure centrale, son intervention ayant inversé le cours du destin. Le tumulte de la salle d'exposition s'était mué en un silence assourdissant, mais dans le bureau du directeur de la maison Beaumont, l'atmosphère bouillonnait comme un chaudron sur le point d'exploser. Les murs lambrissaient de chaînes, ornés de reproductions de maîtres impressionnistes, semblaient se resserrer autour des protagonistes, témoins, muets, d'un drame qui secouait les fondations de cette institution vénérable. Des employés affolés allaient et venaient dans les couloirs adjacents,
leurs pas précipités, résonnant comme un battement de cœur affolé. Le téléphone sonnait sans relâche, des appels de la direction supérieure, alertés par les rumeurs qui se propageaient déjà comme une traînée de poudre dans les cercles artistiques de Parisiens. Au centre de cette tourmente, M. Antoine Leclerc se tenait derrière son imposant bureau en acajou, son visage livide contrastant avec le rouge de la colère qui l'avait animé quelques instants plus tôt. Face à lui, Madame Keiko Tanaka, impassible et royale, flanquée d'Amina Diop, dont la présence irradiait une nouvelle assurance. Leclerc tenta de se recomposer, essuyant d'un geste nerveux la sueur qui perlait sur son front. « Madame Tanaka, il s'agit d'un malentendu regrettable, balbutia-t-il, sa voix chevrotante trahissant son désarroi. Je n'ai jamais eu l'intention de... Mes paroles ont été mal interprétées. Laissez-moi rectifier cela. La maison Beaumont valorise la diversité et... Mais Tanaka l'interrompit d'un geste sec de la main, ses yeux noirs le transperçant comme des dagues. Vos excuses sonnent faux, monsieur Leclerc. J'ai entendu vos insultes racistes, non seulement à mon égard, mais aussi envers mademoiselle Diop. Votre mépris pour les peaux jaunes et les peaux noires est inexcusable. Vous avez souillé cette institution. Ces mots, prononcés avec une précision chirurgicale, firent vaciller Leclerc, qui s'appuya sur son bureau pour ne pas chanceler. La porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer le président du conseil d'administration, un homme âgé au costume impeccablement taillé, accompagné de 2 avocats aux mines de grave. Les nouvelles du scandale avaient déjà fuité. Des employés, choqués par l'explosion de Leclerc, avaient murmuré aux oreilles influentes et les réseaux sociaux bruissaient de rumeurs sur le racisme au sein de la prestigieuse maison. Le président, le visage fermé, s'adressa directement à Tanaka. « Madame, nous sommes profondément navrés. La maison Beaumont ne tolère pas de tels comportements. » Puis, se tournant vers Leclerc. « Antoine, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Une enquête interne sera menée, mais les preuves les sont accablantes. Votre licenciement pour faute grave est imminent. » Leclerc blêmit, ses mains tremblantes agrippant le bord du bureau. « C'est ridicule. Cette noire a tout inventé. Elle n'est d'aucune femme de ménage, une immigrée qui... » Mais ses paroles s'étranglèrent sous les regards accusateurs. Amina, debout aux côtés de Tanaka, sentait une vague de triomphe, mêlée à une pitié fugitive. Elle reçut un document des mains d'un avocat, le contrat de vente de la collection, stipulant que la commission, un montant astronomique avoisinant les centaines de milliers d'euros, lui reviendrait intégralement. Ses yeux s'écarquillèrent devant les chiffres. Avec cela, elle pourrait payer les traitements de ses parents, reprendre ses études, peut-être même fonder un fonds pour les artistes africains marginalisés, mais la joie était tempérée par les regards hostiles de certains collègues, massés à la porte. Pierre, le harceleur de la veille, murmura assez fort pour être entendu. « Traîtresse à peau noire, elle nous a tous vendus pour grimper. Les noirs comme elle ne mériteront pas ça. » D'autres hochèrent tôt la tête, une tentative de l'isoler, de la punir pour avoir osé défier le système. Tanaka, percevant la tension, posa une main ferme sur l'épaule d'Amina. « Ignorez-les, mademoiselle Diop. Leur jalousie est le signe de votre victoire. » Puis, se tournant vers le président, « Je maintiens ma condition. Et plus encore, je propose à mademoiselle Diop un poste de directrice d'évaluation au sein de mon fonds artistique européen. Salaire de départ, 120 000 € annuels avec des avantages complets. Son talent, caché par des préjugés sur sa peau, mérite d'éclore. » Amina sentit son monde basculer. Cette offre n'était pas seulement un emploi, c'était une rédemption, une reconnaissance de sa valeur au-delà de sa couleur. Le climax survint comme un coup de théâtre final. Leclerc, acculé, se redressa dans un sursaut de désespoir et s'avança vers Amina, le doigt pointé comme une arme. « Toi, sale guenon noir,
Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je vais te détruire, te renvoyer dans ton Afrique pouilleuse où est ta place. Les peaux comme la tienne ne valent rien ici. » Sa voix hurlante, emplie d'un racisme viscéral, fit reculer l'assistance. Mais Tanaka s'interposa, sa stature petite mais imposante bloquant le passage. « Assez, j'ai enregistré chaque mot de vos diatribes depuis le début. Mon équipe juridique prépare déjà une plainte pour discrimination raciale. Vous ne travaillerez plus jamais dans l'art, monsieur Leclerc. Votre chute sera publique et irrémédiable. » Les avocats hochèrent pauvre la tête, confirmant les preuves irréfutables. Leclerc s'effondra dans son fauteuil, brisé, les larmes aux yeux, non de remords, mais de défaite. Le président le fit escorter dehors, marquant la fin d'une ère. Amina, entourée de Tanaka et des alliés naissants, sentit une libération profonde. Ce n'était pas seulement la chute d'un homme, c'était le premier pas victorieux dans sa lutte contre les chaînes invisibles du racisme. Une affirmation que son talent, si longtemps étouffé, brillait enfin au grand jour. 1 an s'était écoulé depuis ce jour fatidique à la Maison Beaumont, et Paris, sous un ciel d'azur printanier, semblait avoir effacé les ombres du passé. Le bureau de la Fondation artistique Tanaka, perché au sommet d'un immeuble moderne du quartier de la Défense, offrait une vue panoramique sur la tour Eiffel, qui se dressait comme un symbole de triomphe et de résilience. L'espace était vaste et lumineux, aux murs blancs ornés d'œuvres contemporaines. Des sculptures africaines, fusionnées avec des motifs japonais, des toiles abstraites célébrant la diversité culturelle. Des bureaux ergonomiques s'alignaient en open space, où une équipe multiculturelle collaborait avec ferveur, un contraste saisissant avec l'oppression étouffante de l'ancienne maison de vente. L'air embaumait le café frais et les fleurs exotiques, un havre de créativité où les hiérarchies étaient basées sur le talent, non sur la couleur de peau. Amina Diop, désormais directrice d'évaluation, trônait dans son bureau d'angle, une pièce baignée de lumière naturelle. À 31 ans, elle avait métamorphosé. Son uniforme gris avait cédé la place à un tailleur élégant, taillé sur mesure, qui soulignait sa silhouette avec une grâce affirmée. Sa peau d'ébène rayonnait d'une confiance nouvelle, ses yeux noirs pétillant d'une énergie contagieuse. Elle supervisait un projet ambitieux, un fonds de soutien pour les artistes jeunes d'origine africaine à Paris, finançant des expositions, des ateliers et des bourses pour briser les chaînes du racisme institutionnel. Ce matin-là, elle révisait un dossier, annotant avec précision un rapport sur une sculptrice sénégalaise dont les œuvres, inspirées des masques traditionnels, fusionnaient avec des techniques modernes. Chaque ligne était un écho de son propre parcours, de l'ombre à la lumière, de la marginalisation à l'empowerment. Soudain, son téléphone vibra, affichant un appel vidéo du Sénégal. Le visage radieux de ses parents apparut à l'écran, leurs traits apaisés par les traitements financés par la commission miraculeuse. « Amina, ma fille » murmura sa mère, les yeux humides de fierté. « Grâce à toi, nous vivons à nouveau. Ton courage nous a sauvés. » Son père, plus vigoureux qu'avant, hocha la tête. « Tu as transformé notre douleur en espoir. Nous sommes fiers de toi, notre guerrière. » Amina sourit, les larmes aux yeux, sentant le poids des années de lutte s'alléger. Ce appel n'était pas seulement une connexion familiale, c'était la preuve tangible de sa transformation, un pont entre son passé de silence forcé et son présent de leadership. Les préjugés qui l'avaient jadis entravé, ses murmures sur sa peau noire, inadaptés à l'art, étaient devenus le carburant de sa mission, inspirant d'autres à revendiquer leur place. Mais la journée réservait un défi plus grand. Amina se préparait pour une conférence majeure au Centre Pompidou, où elle présenterait son projet devant un parterre d'experts internationaux. La salle de conférence,
Un amphithéâtre moderne aux sièges en velours rouge bruissait d'anticipation. Des critiques donc d'art, des mécènes et des journalistes emplissaient les rangs, leur conversation un bourdonnement sophistiqué. Amina monta sur scène, micro en main, son PowerPoint projetant des images vibrantes d'œuvres africaines contemporaines. Elle débuta son discours avec éloquence, expliquant comment son fonds combattait les discriminations raciales en promouvant des talents ignorés. L'art n'a pas de couleur, déclara-t-elle, mais trop souvent, les portes sont fermées à ceux qui ne correspondent pas au moule européen. Le climax surgit comme un orage inattendu. Au moment des questions, un critique renommé, un homme blanc d'une 60aine d'années, aux lunettes cerclées d'or et au ton paternaliste, leva la main. « Mademoiselle Diop », lança-t-il d'une voix mielleuse mais venimeuse, « votre projet est louable, mais soyons réalistes. L'art noir, ces expressions primitives d'Afrique, n'atteint pas les sommets de la sophistication européenne. N'est-ce pas du clientélisme que de financer des œuvres qui ne rivalisent pas avec Picasso ou Monet? Les peaux noires excellent peut-être dans le folklore, mais pas dans l'art véritable. » Ces mots, amplifiés par le micro, firent Poumit planer un silence choqué. Des murmures d'indignation s'élevèrent, mais le critique sourit, convaincu de sa supériorité, un écho des Leclerc du monde. Amina sentit une bouffée de rage familière, mais cette fois, elle la canalisa en une riposte magistrale. Elle se redressa, son regard perçant fixant l'homme. « Monsieur, » répondit-elle d'une voix ferme et mesurée, « votre vision est non seulement obsolète, mais raciste. Picasso lui-même a puisé dans les masques africains pour révolutionner le cubisme, une dette culturelle que l'Europe refuse souvent d'admettre. Mon projet ne finance pas du folklore. Il élève des voix comme celle de Wangechi Mutu ou El Anatsui, dont les œuvres surpassent en innovation bien des classiques européens. J'ai des preuves, des expositions vendues out, des prix internationaux, des impacts mesurables sur la diversité artistique. » Elle projeta des données irréfutables, graphiques donc de vente, critiques élogieuses, témoignages d'artistes sauvés de l'oubli. La salle explosa en applaudissements, des flashs crépitants tandis que les journalistes capturaient l'instant. Le critique, rouge de confusion, balbutia une excuse, mais Amina l'avait vaincu, transformant l'attaque en triomphe public. Alors que la conférence s'achevait sur une ovation debout, Amina descendit de scène, entourée d'admirateurs. Ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était l'apothéose de son voyage, une affirmation globale que les préjugés pouvaient être brisés par la connaissance et le courage. Dans la lumière de l'avenir, Amina Diop n'était plus une ombre, elle était un phare, illuminant le chemin pour d'innombrables autres, prouvant que la vraie force réside dans l'affirmation de soi face à l'adversité. L'histoire d'Amina Diop nous rappelle que le courage et la persévérance peuvent transformer les ombres en lumière, brisant les chaînes des préjugés. Qu'en pensez-vous? Cette lutte contre le racisme et l'injustice vous a-t-elle inspiré? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous regardez. Un grand merci à vous, nos auditeurs, pour avoir suivi ce récit vibrant. Votre soutien donne vie à ces histoires. À très bientôt pour d'autres aventures pleines d'émotions et d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.